FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Excellente journée de vendredi à vous, fidèles auditeurs de la radio Waga FM, la radio de toutes les générations, et bienvenue à cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Nous sommes vendredi 16 septembre 2016, une date qui rappelle le 16 septembre 2015 et l'avènement du putsch manqué du général Gilbert Diendéré. Dans cette édition spéciale, en 1 du coup d'état du RSP, vous aurez des souvenirs et des réactions des Burkinabés. Et puis l'invité de cette édition est le politologue Siaka Koulibaly, activiste de la société civile. Il parlera lui aussi du coup d'état manqué du régiment de sécurité présidentielle, de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, on le dira. Et puis dans le reste de l'actualité, le ministre du Commerce a procédé hier après-midi à l'installation officielle des commissaires du CIAO 2016. C'est le Salon international de l'artisanat et de Ouagadougou dont la 14e édition est en préparation. Explication dans cette édition. Bienvenue à l'écoute, mesdames et messieurs, du journal de 7 heures sur la radio de toutes les générations. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. La date d'aujourd'hui, 16 septembre, marque l'an 1 du putsch manqué du général Gilbert Diendéré et du régiment de sécurité présidentielle RSP. À l'occasion, Serge Ekra de la Force, à travers cet entretien, cet élément, retrace les faits qui marquent l'histoire sociopolitique du Burkina Faso. Retour donc sur les événements des 16 et 17 septembre 2015 avec vous, Serge Ekra de la Force. C'est le mercredi 16 septembre 2015 que tout a commencé. Le gouvernement de la transition, comme tous les mercredis, était en conseil dans la matinée. Et c'est ce conseil, avec l'ensemble des ministres, y compris le premier ministre à l'époque, Yacouba Isaac Zida, et le président Michel Kafando, qui ont été pris en otage. À l'époque, ce genre d'incident était légion, mais cette fois, les insoupçonnés acteurs du putsch avaient décidé de passer à la vitesse supérieure. Le même soir, les choses sont allées si vite que les Burkinabés n'y avaient pas compris grande chose. Les soldats du régiment de sécurité présidentielle RSP envahissent Ouagadougou, armés jusqu'aux dents et tirant des balles en l'air. Les populations apeurées restent enfermées chez elles. Il n'y avait plus d'autorité au pays des hommes intègres. Certains leaders de la société civile soutenant Michel Kafando et son gouvernement sont pris pour cible. Dans certains quartiers, l'on assiste à des courses-poursuites. Les soldats du RSP s'en prennent même à certaines stations de radio où ils causent des dégâts matériels. Les médias se taisent, le Burkina Faso est presque coupé du monde extérieur. Le lendemain, les choses se dessinent clairement. Le général Gilbert Diendéré a repris les rênes du Burkina Faso. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, il est nommé président du Conseil national de la démocratie, CND. C'est donc lui et ses hommes qui avaient pris en otage Michel Kafando et Isaac Zida la veille. Mais le peuple burkinabé refuse catégoriquement de manger de ce pain. Systématiquement, une résistance populaire à ce putsch est déclenchée contre le mythique et terrible RSP. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré fait face à l'opposition de la population, de la société civile et de la communauté internationale. Michel Kafando et Isaac Zida sont toujours séquestrés par les putschistes. Le CND dissout toutes les instances de la transition. Mais Chérif Si, président du Conseil national de la transition, appelle à travers les ondes d'une radio clandestine le peuple burkinabé à continuer la résistance. Cet appel est suivi dans les grandes villes du pays où les populations multiplient les manifestations. Dans plusieurs quartiers, à Ouagadougou, comme dans le reste du pays, à Bobo-Dioulasso, à Fadangourma, la population a tenté de se rassembler malgré le déploiement du RSP qui parfois a tiré à balles réelles. Des manifestants ont ainsi incendié le domicile de Gilbert Diendéré dans son village natal de Yakou. À la fin de ces 2 jours de tempête dans le pays, l'on essaie d'établir le bilan de cette violence. Des hommes de médias parlent de 6 morts quand des OSC indiquent que ce putsch a tué une dizaine de personnes et fait 119 blessés. La situation perdure. Le général Diendéré reçoit des missions de la CEDEAO avec la casquette de chef de l'État. L'on assiste à un ballet diplomatique au Burkina Faso. Dans la nuit du mardi 22 septembre, tous les corps d'armée se mobilisent dans les casernes de l'intérieur du pays pour marcher dans la capitale. Ces soldats, estimés à 5000 hommes, réussissent à rentrer à Ouagadougou et se dressent face au RSP en exigeant leur reddition sans coup de feu
ni effusion de sang. Yacouba Isaac Zida est libéré. Le putsch de Gilbert Diendéré et sa suite ne marchera pas. Le 23 septembre, une délégation de la CEDEAO avec à sa tête le président béninois Yahi Boni arrive à Ouagadougou et réinstalle le président Michel Kafando dans ses fonctions de président du Faso, une grande première dans l'histoire. Le premier ministre Yacouba Isaac Zida est lui aussi présent à cette cérémonie solennelle, mais le général Diendéré ne daignera pas planer à cet endroit. Alors, le président Michel Kafando décide de prendre ses responsabilités. Cette fois, il faut finir définitivement avec le régiment de sécurité présidentielle RSP. Ce que l'on a appelé à l'époque l'assaut final est lancé contre le camp Nabakom 2 où sont retranchés les soldats de cette unité spéciale de l'armée dont la principale mission était de protéger Blaise Compaoré et son pouvoir. Le 29 soir, la mission est une parfaite réussite. Les forces loyalistes libèrent le Burkina Faso du RSP. Le régiment de sécurité présidentielle, depuis lors, n'existe plus. Merci à vous Serge Ekra de la Force pour ce rappel historique. Et puis on se rappelle également que le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 a fait plusieurs victimes, le sang derrière elles des familles endeuillées. Constituées en association, les familles des victimes attendent que la justice soit rendue à leurs proches. Sur la situation des familles des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué, écoutons la réaction de Paoulabou Peka Victor. Il est au micro de Salif Kaboré, c'est lui le président de l'association des familles des victimes du coup d'État manqué. La situation des familles est toujours précaire du moment où justice ne nous a pas rendu d'abord. Nous attendons toujours, nous avons entendu parler, le procureur parler, mais on s'est dit que la machine est en route. On a foi, nous savons bien que c'est que le président Roch-Marc Christian Kaboré nous a promis. Il a dit que justice serait rendue aux différentes familles des martyrs cette année. Nous le croyons, nous savons bien que ça va se dérouler. Nous pensons aujourd'hui qu'avec notre gouvernement de la démocratie, nous avons un président élu démocratiquement, nous avons un peuple qui a pris le sens de la démocratie, donc nous avons foi que les choses vont rentrer dans l'ordre très bientôt. Nous avons rencontré le président du Faso ainsi que quelques ministres. C'était pour mettre une commission en place pour réfléchir sur l'ensemble des problèmes qui minent toujours les familles des victimes. Parce que depuis lors, il n'y avait rien qui a été fait jusqu'à maintenant. Actuellement, c'est pour construire les différents tombes. Nous sommes là-dessus. Nous devrons aussi, à travers tout le pays, aller recenser tous les tombes dans tous les pays là où il y a eu des martyrs. Et voilà, à l'instant, Paoulabou Peka Victor, il est le président de l'association des victimes du putsch manqué. Et puis, l'association va participer également aux activités commémorant le premier anniversaire de ce coup d'État manqué. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Paoulabou Peka Victor. Il est toujours au micro de Salif Kaboré. D'abord, les activités que les parents des victimes ne sont pas aussi des personnes qui sont hors de la population. Nous allons nous joindre à la population et nous comptons faire une conférence de presse. Nous comptons quand même organiser pas mal d'activités en collaboration évidemment avec le gouvernement. Il y aura une action au niveau des cimetières. Nous devrons commencer dès le 17 aussi pour le nettoyage des cimetières. Je lance un appel auprès de la population de nous venir en aide pour nettoyer le lieu où nos martyrs dorment actuellement. Et puis, premier anniversaire du putsch manqué, on en parle encore dans cette édition. À l'occasion de ce triste anniversaire, un de nos reporters a parcouru les artères de la ville de Ouagadougou pour recueillir pour vous les sentiments de certains citoyens sur le sujet. Le compte-rendu est de Aimé Sawadougou avec la voix de Franck Aristide Jefa. Panique, angoisse, terreur et peur, c'est ce que retiennent les habitants de la ville de Ouagadougou du 16 septembre 2015. Ce jour-là, la ville était plongée dans une situation confuse et tendue. Un an après, les rares citadins qui ont accepté de se prononcer sur le sujet expliquent comment ils ont vécu la situation. Le coup d'État manqué l'année passée, en tout cas, c'était pas facile. Moi, j'étais aux villes, je lose à Nagarin. Quand j'ai pris la route seulement, je ne savais même pas. Quand je suis arrivé, stop hôtel Laïko, on nous a arrêtés là-bas. En tout cas, ces jours-là, on m'a bien frappé. En tout cas, c'était pas facile. Dieu merci, je n'étais pas trop blessé comme ça. Ils ont pris ma moto et puis on m'a remis encore. En tout cas, par la grâce de Dieu, je suis rentré chez moi à la maison. Mais chez nous, là-bas aussi, c'était pas facile. Et venez dans nos 6 mètres frapper et puis repartir, frapper, repartir. Effectivement, ce jour-là, je n'ai jamais eu peur de ma vie comme ce jour-là. Parce que moi-même, j'étais sur le peloton. Mon grand-père m'a appelé, il m'a dit non, il ne faut pas aller. J'ai dit non, je ne vais pas aller, mais je me suis caché pour aller. Arrivé à la place des Nations, non loin du 2 octobre, c'est là-bas que j'ai vu que non, il ne fallait pas y aller. Et on tirait à balles réelles, vraiment, on tirait à balles réelles. On a dû même escalader les murs des camps qui se trouvaient là-bas pour nous abriter.
Compte tenu des pouilles, honnêtement, les choses sont très mal passées. Voilà, ces jours-là, dans notre quartier à Pissi, il y a eu des morts et des blessés. Ils ont brûlé même la moto des gens. Voilà, nous déplorons les morts. En réalité, on ne souhaiterait jamais que ces gens ne tirent pas reproduisent encore dans notre pays. En ce jour du 16 septembre, le souvenir est douloureux. L'on déplore les nombreux incidents, mais remercie le bon Dieu d'avoir sorti le pays si vite de l'horreur. Merci. Merci Aimé Samadogo et Franck Aristide GEFA pour ce compte rendu. Et puis je vous rappelle, mesdames, messieurs, que l'invité de cette rédaction sera le politologue Siaka Koulibaly qui reviendra également sur une analyse sur le premier anniversaire du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 au Burkina. Et puis la rédaction de Waga FM vous propose une émission spéciale demain samedi à partir de 9h sur le premier anniversaire du coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré. C'est à travers l'émission Les Grandes Questions. Toute autre chose à présent, et je vous le disais en titre de cette édition, le ministre du Commerce et de l'Artisanat a procédé hier après-midi à l'installation officielle des commissaires du CAO, c'est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, dont la 14e édition commence dans quelques semaines à Ouagadougou. Je vous propose donc le compte rendu de l'installation des commissaires du CAO dans ce reportage de Franck Aristide GEFA. Procédant à l'installation des membres du commissariat général de l'édition 2016 du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a placé chacun devant ses responsabilités. Stéphane Sanou. J'engage individuellement chacun des membres du commissariat général du Salon à relever collectivement 3 défis majeurs qui sont: premièrement, réussir l'organisation de l'édition en réussissant l'exécution des tâches individuelles dans un esprit d'équipe. Deuxièmement, réussir la mise en œuvre des innovations du CIAO 2016. Troisièmement, enfin, mériter la confiance placée en vous pour le bonheur de tous les participants. Nous n'avons aucun doute que vous saurez relever ces défis. Sur ce, et en vous formulant mes vœux de plein succès, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de membre du commissariat général du Salon de la 14e édition du CIAO. Stéphane Sanou a aussi rappelé les innovations concernant cette 14e édition du CIAO. C'est un challenge à relever. Entre autres, bien sûr, il y aura donc de grandes innovations. Il y a le fait que désormais, au niveau de chaque pavillon, nous aurons donc des points qu'on a dénommés I. Il y a aussi cette faculté aujourd'hui donc de faire ses réservations de stand et même aussi payer ses tickets par voie informatique. Tout sera fait donc en ligne. Et puis il y a également un point innovant qui concerne donc le pôle de région du Burkina Faso. Le directeur général du CIAO a lui aussi invité le secrétariat général à plus de responsabilités pour la réussite de cette édition. Draman Tou. Nous sommes à la 14e édition, en réalité qui est une édition de relance. Je pense que ça se présente comme un défi majeur pour nous et pour le Burkina Faso parce que vous savez, le CIAO de plus en plus est une manifestation qui est plus ou moins dupliquée dans certains pays. Il est donc de bon temps que nous puissions véritablement nous organiser et travailler surtout en équipe pour relever vraiment ce défi. J'insiste évidemment sur le travail en équipe parce que vous savez que pour réussir une telle édition, naturellement, il faut que les uns et les autres, tous ceux à qui on a fait confiance, leurs différentes structures ont pu faire confiance pour effectivement donc les désigner comme représentants de cette structure pour faire partie donc de l'organisation de cette édition-là, puissent véritablement donc s'engager à fond afin que nous puissions réussir véritablement donc ce défi majeur. Soulignons que cette 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou va se dérouler du 28 octobre au 6 novembre prochain sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Merci Franck Aristide GEFA. Le CIAO 2016, c'est donc en fin octobre 2016. Direction Bobo-Dioulasso à présent, où les populations de Léguéma et des arrondissements 3 et 4, appuyées par les agents de la brigade Timo, ont poursuivi mercredi dernier les travaux de rechargement de la route de Léguéma. Cette activité communautaire est encouragée par le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Brahim Hassanou, qui était sur les lieux. Les Pandores, de leur côté, ont décidé de fermer les nids de poules sur le boulevard Chalon en Champagne. C'est toujours à Bobo-Dioulasso. Le compte rendu complet avec notre reporter Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo. Cette motopompe est en train de vider de l'eau stagnante en plein milieu de la voie. Nous sommes sur l'axe Bobo-Léguéma, communément appelé route de Léguéma. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso dans un gilet jaunâtre est le maître d'œuvre.
confondus à la population. Vraiment, ça nous salue la mobilisation de la population de Léguéma, mais aussi des riverains. L'état de la voie par ici est très dégradé. C'est essayer de remplir avec les cailloux de Léguéma et essayer de faire le remblai. S'il fallait attendre la procédure budgétaire pour pouvoir effectivement travailler sur ce terrain-là, ça allait être un peu compliqué. Vous avez vu le tronçon qui est de là à l'autre côté jusqu'au serment, ça a été fait le mercredi dernier. Franchement, nous sommes très contents et nous saluons cette mobilisation de la population. Il est clair, la commune ne dispose pas de grands moyens, mais l'apport de la population peut aider au développement de Bobo-Dioulasso. Franchement, je pense que l'appel a été entendu. Une action participative qui, je pense, est un gage aussi pour notre développement communal. Au niveau de la commune, nous avions cette volonté de vouloir faire changer les choses par nous-mêmes, par les habitants. Nous n'avons pas assez de moyens, mais si nous faisons un appel à l'endroit des populations et qu'ils acceptent de venir travailler, en nous aidant, nous envoyons des moyens logistiques, des bennes et des niveleuses pour pouvoir faire ce travail. Paul Sano fait partie des acteurs. Pour lui, il n'y a pas autre solution que le travail collectif. Là où nous sommes, c'est l'ancien cimetière. La voie est dégradée. Ils nous ont aidés avec les camions pour ramasser les pierres de Léguéma. Nous faisons ce travail avec les populations de Léguéma. Ils sont très nombreux en brousse, en train de charger les camions. Le maire de la commune est venu nous encourager et cela nous va droit au cœur. Dans les falaises de Léguéma, plus de 200 personnes travaillent à concasser les pierres et à les charger. Tout cela se fait dans l'ambiance, nous dit Aruna Sano. Le mercredi passé, on n'était même pas nombreux comme ça. Aujourd'hui, on est plus nombreux que ça. Prochainement, si on dit de sortir là, vraiment, ça sera là, tous les villages de Léguéma et puis tous les villages de Moussoba-Dougou. Sanou Moussa est un usager de la route. Il se réjouit car désormais, il pourra circuler librement sur cette route. Quand nous avons un malade et nous demandons l'intervention des sapeurs-pompiers, ils disent qu'il n'y a pas de voie. Nous souffrons aussi pour envoyer nos produits maraîchers à Bobo-Dioulasso. Ce travail va aider également ceux qui vont au cimetière. Pendant que les populations de Léguéma et des arrondissements 3 et 4 de Bobo-Dioulasso œuvraient à recharger la route de Léguéma, les hommes en béret rouge du colonel Jules Bationneau, eux, travaillaient à fermer les grands trous sur le boulevard Chalon en Champagne. Merci Abdoulaye Ouattara pour ce reportage depuis la ville de Bobo-Dioulasso. Retour ici à Ouagadougou pour dire que la section Burkina Faso de l'Union africaine des organisations non gouvernementales et associations de développement a organisé une conférence de presse hier jeudi 15 septembre 2016 dans les locaux du Conseil national des organisations de la société civile à Ouagadougou. L'objectif était de rendre compte de la participation de la délégation burkinabé au premier congrès constitutif de l'UAOD qui s'est tenu à Yamoussoukro en territoire ivoirien les 18 et 19 août 2016. Le compte rendu est de Aimé Sabadogo. Le commentaire est de Salamatou Badini. À Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire, 18 et 19 août 2016, le premier congrès constitutif de l'Union africaine des ONG et associations de développement, UAOD, a réuni les ONG et associations de 11 pays d'Afrique, dont le Burkina Faso. La délégation du Burkina Faso était composée de 15 personnes issues de différentes ONG et associations du pays. Souleymane Drabo, vice-président de la zone Afrique du Sahel et Sahara, explique les raisons de la création de cette structure. Oui, les objectifs de cette plateforme continentale est de passer l'information aux autres organisations qui sont déjà sur place et de sensibiliser les autres organisations afin qu'on puisse mutualiser les efforts pour lutter contre le sous-développement de l'Afrique et être aux côtés aussi de l'Union africaine des chefs d'État pays afin que nous puissions travailler dans une synergie pour la bataille de la lutte contre la pauvreté toujours et le développement de l'Afrique. L'UAOD sera représentée dans chaque pays d'Afrique à travers une coordination pays. Elle sera composée de directeurs de réseau des thématiques sur lesquelles l'Union travaillera. Martin Yabré, le coordonnateur pays du Burkina, présente les thématiques de la coordination du pays. La coordination pays a l'obligation de finaliser pour permettre la nomination effective des directions suivantes: agriculture, développement rural, pêche et élevage, promotion du genre, de la femme
et protection de l'enfant, immigration, cohésion sociale et solidarité, et droits de l'homme, démocratie et citoyenneté, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, éducation et formation, défense, paix et sécurité, emploi, jeunesse et sport, environnement et développement durable, énergie, mines et richesse du sous-sol, santé et hygiène, TIC, commerce et transport, tourisme, culture et artisanat. Au regard de ces objectifs et missions, le coordonnateur pays Martini Abré appelle les autres acteurs de la société civile du Burkina Faso à y adhérer afin de mutualiser les efforts pour mieux contribuer au développement africain. Un reportage de Aimé Sawadogo avec le commentaire de Salamatou Badini. On passe à présent à l'invité du jour. Waga FM, l'invité du journal. Il est l'un des acteurs de la société civile à avoir cautionné le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 au Burkina. Lui, c'est Siaka Koulibaly, politologue. Un an après le coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré, Siaka Koulibaly revient sur ce qui a conduit à la prise de pouvoir par les éléments du régime de sécurité présidentiel. Il est l'invité de ce journal et il répond aux questions de Salif Kabouri. Siaka Koulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes analyste, vous êtes également membre de la société civile. Ce 16 septembre 2016 va marquer le premier anniversaire du putsch manqué du général Gilbert Diendéré. Aux premières heures donc de ce putsch manqué, vous l'avez cautionné. Pourquoi? Dès le début de la transition, moi je me suis prononcé pour une transition civile intégrale. Je n'étais pas du tout favorable que la transition soit dirigée par les militaires. Et là, on avait le président de la transition au départ était le lieutenant-colonel Yacouba Zida, qui par la suite est devenu le premier ministre. Et il y avait 4 autres militaires dans le gouvernement. Moi, je n'étais pas du tout favorable à ça. En tant que démocrate, pendant la transition, j'ai très souvent rappelé le fait qu'on ne devrait pas avoir les militaires dans le gouvernement. D'autant plus, et ça c'est le second argument, que la présence de ces militaires a beaucoup hypothéqué la réussite de la transition à cause des relations difficiles qu'il y avait entre notamment Yacouba Zida et ses collègues du RSP. Pendant la transition, vous avez vu, avant le coup d'État, il y a eu 3 interventions du RSP dans le cours de la transition, notamment contre le lieutenant-colonel Yacouba Zida. Le 30 décembre, il y a eu une situation qui est arrivée. Le 4 février, il y a eu aussi une situation que le Moro Nava a contribué à résoudre. Et le 30 juin aussi, une autre crise est arrivée. Donc moi, j'estime qu'une transition tumultueuse de ce type n'était pas de nature à permettre les réformes qu'il fallait faire pour corriger ce que nous reprochions au régime de Blaise Compaoré, qui, il faut le dire aujourd'hui avec le recul, avait certains acquis, mais dans lesquels il y avait des insuffisances et que la transition devait servir à régler. C'était comme ça que moi, je concevais cette transition-là. Donc, à cause de ces problèmes militaires à l'intérieur de la transition, la plupart des réformes n'ont pas pu être conduites de manière sereine, ni même initiées pour certaines. Si on prend le cas de la justice, on a voulu que certains dossiers de crimes et de sang économiques aussi soient pris en compte. On n'a pas pu le faire sereinement jusqu'à un certain moment au cours de la transition. Donc moi, quand le premier ministre Zida et le président de la transition Kafando ont été arrêtés le 16 septembre, quand vous parlez de cautionner le coup d'État, c'est pour ça que je vous disais de relativiser. J'ai fait une publication le 16 septembre à l'arrestation des Zida et des Kafando. Ce qui est différent de lorsque la proclamation a eu lieu le 17. Donc si j'avais fait 17, un écrit soutenant donc la proclamation, là, on aurait pu parler de soutien au coup d'État. Mais votre publication justement, le jour de l'arrestation, c'était quoi? Je résume. Pour moi, les militaires étant déjà sortis, ayant arrêté le lieutenant-colonel Zida, et en ce moment il était encore lieutenant-colonel, et le président de la transition, moi j'ai trouvé que c'était l'opportunité pour changer les militaires qui étaient dans le gouvernement. Si vous réalisez mon écrit, en résumé c'est ça. Il faut changer les militaires qui sont dans le gouvernement. La seule faute peut-être que j'ai commise dans ce texte, c'est de mettre le président Kafando aussi parmi les gens qu'il fallait changer. Parce que si on changeait le président Kafando, ça lève une nouvelle base juridique encore. Donc ça c'était pas opportun. Mais changer le premier ministre et les membres militaires du gouvernement, ça c'était indispensable pour moi. Et mon écrit, c'était ça. Donc, il ne s'agissait pas, comme les autres politiques l'ont fait, après la proclamation, de dire oui, nous sommes favorables à ça pour mettre en place un nouveau régime. Donc, il faut relativiser un peu la question. Donc, voilà un peu... Mais est-ce qu'après la proclamation, justement, du Conseil national de la démocratie, est-ce que vous l'avez condamné? Non, je n'ai pas condamné. Pourquoi? Je n'ai pas condamné parce que après la proclamation, il y a eu une série d'événements qui se sont déroulés. Mon discours était de ne pas aller à la confrontation avec les militaires et que de toute façon, on avait un exemple récent, c'est-à-dire que quand Zida avait pris la transition, on avait réussi à le faire remettre le pouvoir à un président civil, sans
sont sortis dans la rue. Donc il était possible de ramener également la normalité sans faire des affrontements avec les militaires. Donc pour moi, au lieu de dire juste il faut qu'on enlève le coup d'État, moi je travaillais plutôt à la résolution de la situation. Et je disais également, de toute façon, la première interview du général Diendéré disait que dès qu'il y aurait un accord avec la CEDEAO, il allait remettre le pouvoir. Donc moi je ne voyais plus pourquoi s'épancher dans les médias en disant condamnons. Je parlais plutôt de ramener la normalité. Et comme la promesse avait été faite que le pouvoir serait remis, donc moi je ne voyais plus la nécessité donc de condamner un acte qui pour moi était déjà consommé. D'autres estiment que si vous avez fait peut-être des déclarations entre guillemets tendancieuses au moment donc de la prise du pouvoir, d'autres pensaient que vous étiez un homme frustré. Y avait-il un couac? Mais je pense que vous êtes un témoin de première ligne. Lorsque la transition est arrivée, j'ai également pris part activement à la rédaction de la charte pour veiller à ce que les principes démocratiques soient respectés, notamment la conformité avec la Constitution. Et c'est dans cette lancée démocratique que je situais la question militaire également dans le gouvernement. À partir du moment où il y a eu une sorte de consensus secret auquel je n'ai pas pris parti pour permettre à Zida de devenir le Premier ministre, contrairement à ce que nous nous étions dit, moi je ne me sentais plus en état de contribuer à un certain niveau dans cette transition. Il faut situer ça dès le début et non pas après parce qu'il y a eu le coup d'État et tout ça. Il faut situer ça dès le début. J'estime que les questions relatives à l'État, à la sérénité politique au Burkina Faso sont plus importantes que les questions de personnes et les questions d'intérêt. Et je reviens ici pour dire que c'est parce que les gens ont mis en avant les questions d'intérêt personnel que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, à savoir dans une situation où on a du mal à relancer l'économie, où on a aussi une crise politique latente du fait que la réconciliation n'a pas été faite, du fait que les populations qui attendaient de la justice n'ont pas eu gain de cause. Tout ça parce que les gens ont mis en avant ces questions de dire il est frustré parce qu'il n'a pas obtenu ceci ou cela. Moi, peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas parce qu'à cause de l'âge, mais ceux qui sont de ma génération, ils savent très bien quelle est ma position par rapport à ces questions. Au-delà de la transition, il faut voir est-ce que j'ai par le passé recherché des positions de ces gens pour dire si à la transition j'aurais pu être ceci ou cela. Moi, je pense que les questions de l'État sont plus importantes que ma propre carrière ou mon propre développement. J'ai déjà une situation où je pense, même si elle n'est pas idéale, elle n'est pas catastrophique non plus par rapport à beaucoup de Burkinabés, qui fait que je peux relativiser ces grandes questions-là. Je peux apporter un point de vue sincère par rapport aux problèmes qui se posent dans le pays. Et c'est comme ça qu'il faut analyser les choses plutôt que de penser. Si on résout la question en disant c'est parce que les gens n'ont pas été récompensés entre griffes et qu'ils ont telle position, je crois qu'on ne va jamais aboutir à un solutionnement définitif des problèmes du Burkina Faso. Monsieur Siaka Koulibaly, je vous remercie. Merci. L'invité du jour était donc Siaka Koulibaly, politologue et analyste politique. Il s'exprimait au micro de Salif Kaboré sur le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 au Burkina. Et je vous rappelle que Siaka Koulibaly fait partie donc des invités de l'émission spéciale à suivre demain à compter de 9h sur les antennes de la radio Waga FM et consacrée au premier anniversaire du coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré et du régiment de sécurité présidentielle. Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous qui nous avez écoutés de bout en bout. Je rappelle que dans quelques secondes seulement, vous aurez la une des quotidiens du jour avec Salif Kaboré. Et puis à 7h45, on va se retrouver pour commenter l'actualité. Ce sera consacré exclusivement au premier anniversaire du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 au Burkina. Gardez donc vos positions d'écoute et merci de votre fidélité.